Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose un tour d'horizon de OpenToonz 1.2. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur OpenToonz lorsqu'il était sorti, il y a à peu près 2 ans, quand il avait été distribué en open source pour la première fois. Et le logiciel a pas mal évolué, donc j'avais envie de faire non seulement un tour d'horizon à nouveau, de mettre un petit peu à jour cette vidéo, mais aussi de vous présenter quelques nouveautés qui sont plutôt intéressantes pour l'animation 2D. Donc OpenToon, c'est un logiciel d'animation traditionnel 2D et aussi d'animation cutout. Il a été utilisé sur de nombreuses productions que vous connaissez probablement, notamment Futurama. Il a aussi été utilisé par les studios Ghibli pour réaliser des films tels que Princesse Mononoke par exemple. Et c'est un logiciel qui est extrêmement apprécié des animateurs. Donc, OpenToonz, c'est la version open source du logiciel Toonz Harlequins, qui est en fait, ou Harlequin, je ne sais plus comment on dit, excusez-moi, qui est édité par une société italienne. Et voilà, donc la version gratuite, distribuée gratuitement sur Internet. Donc vous pouvez taper OpenToonz et vous allez tomber sur le site, sur Google en premier, de l'endroit où vous pouvez récupérer donc l'installeur. Vous pouvez l'installer. Et lorsque vous le lancez pour la première fois, il devrait ressembler à ceci. Vous avez donc OpenToonz Startup qui vous permet donc de sélectionner donc tout simplement un dossier dans lequel placer un projet. Moi je vais nommer ma scène ici tout apprendre, je vais la placer dans le dossier par défaut qui est donc une sandbox, c'est-à-dire donc un bac à sable dans lequel on peut faire nos tests. Et je vais cliquer sur Create Scene, il va me créer une scène et voilà, je suis dans OpenToonz. Alors je tiens à préciser, le logiciel peut cracher à certains moments, il faudra juste que je le relance puisque pour l'instant il n'est pas encore ultra méga stable, même s'il est quand même, ils ont vachement amélioré la stabilité du logiciel. Voilà, lorsqu'on fait des opérations un petit peu complexes, ça peut arriver que ça crache, donc n'hésitez pas à sauvegarder régulièrement si vous travaillez sur des projets concrets. Alors la zone qu'on a ici, c'est le canvas, c'est-à-dire la zone de dessin. On peut naviguer dedans grâce à cet outil main. Voilà, donc vous pouvez appuyer si vous l'avez perdu sur la barre d'espace, ce qui va vous permettre de réactiver cet outil rapidement. Si vous appuyez sur la touche Shift et barre d'espace, vous allez pouvoir zoomer. Donc l'endroit où je vais cliquer pour mon zoom, vous voyez que ça met un petit curseur rouge qui correspondra à l'endroit sur lequel je vais zoomer. C'est plutôt intéressant de savoir où on zoome. La majorité des logiciels en fait font un zoom plutôt standard en fonction du centre du canvas. Là, on peut vraiment décider où on zoome. Avec la touche CTRL et barre d'espace, je peux faire tourner ma table d'animation. En fait, ça reproduit donc les principes fondamentaux des processus d'animation traditionnels. Voilà, je peux tourner ma table d'animation avec CTRL, barre d'espace, et ensuite je tourne. Si je veux reset ma vue, je peux faire un clic droit Reset View, ou appuyer sur Alt 0 comme vous voyez le raccourci ici. Ça va me permettre donc de faire en sorte que ma vue redevienne alignée avec mon écran. Si j'appuie sur Alt 9, ou alors clic droit ici, Fit to Window, je peux agrandir la fenêtre de manière, enfin mon canvas de manière à ce qu'il s'adapte tout simplement à l'écran. Ce qui est quand même plutôt sympa. Voilà, voilà, donc on a la possibilité ensuite de découvrir beaucoup plus d'outils. En fait, en cliquant sur cette flèche, vous allez voir qu'on a plein d'outils. On retrouve notamment ici l'option qui nous permet de tourner notre canvas. Ici, donc Alt 0 pour reset ma vue. Alt 9 pour l'adapter à l'écran, comme je vous l'ai expliqué. Je vais plutôt utiliser les raccourcis quand même, qui sont quand même plus sympas et plus rapides, bien évidemment, pour naviguer dans l'interface. Alors, je tiens à préciser que tous les panneaux dans OpenToonz sont dockables, c'est-à-dire que je peux les récupérer, les agrandir, même carrément, si ça m'intéresse, les fermer. Si je ferme par mégarde un panneau, je peux aller à cet endroit-là, venir récupérer les différentes fenêtres. Donc là, par exemple, c'était le viewer. Et ensuite, je peux venir le redocker à l'endroit qui m'intéresse. Par exemple, dockons-le à cet endroit-là. Voilà, je peux récupérer par exemple le light sheet et la réagencer pour qu'elle soit un petit peu plus petite. Le level strip, tout ça, ça sera des panneaux qu'on va aller voir dans quelques instants. Le studio palette, je peux venir le docker par exemple à cet endroit-là, au même niveau que les palettes si ça m'intéresse. Alors si je veux, je peux peut-être... ouais. Je vais plutôt... Non, je vais le fermer en fait, parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Le level palette qui se trouve ici, je vais faire la même chose, je vais le fermer, et voilà, je me retrouve avec un environnement de travail un peu plus gros. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus concernant la navigation? Je pense qu'on a fait le tour, on verra au fur et à mesure en fait différents outils de navigation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découvrir les outils de dessin, qui sont plutôt intéressants donc, dans OpenToonz. Alors, avant de démarrer, j'aimerais préciser que OpenToonz est un logiciel vectoriel, c'est-à-dire que vous avez
la possibilité d'avoir un tracé qui s'adaptera à la distance à laquelle vous le regardez. Typiquement, si par exemple je fais un tracé, je vais vous expliquer ça dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, et que je zoome dessus, vous voyez que j'ai l'impression que ce n'est jamais pixelisé. En fait, le tracé s'adapte à la distance à laquelle je me trouve de lui. Donc, en fait, ça va être un tracé qui va être représenté mathématiquement par des courbes. Et ça permet très rapidement en fait, de garder une résolution plutôt de qualité en fait. Donc dans OpenToons on travaille avec ce qu'on appelle une X-Sheet. La X-Sheet ça fait référence à l'ancienne manière de réaliser des films d'animation traditionnels, c'est-à-dire donc on avait une sorte de document Excel si vous voulez organisé verticalement qui correspond aux images. Donc chaque image est représentée verticalement, donc là je me balade d'image en image, et horizontalement on a les différents calques. Comme dans Photoshop on retrouvera les calques, sauf que là ils sont organisés de manière horizontale. Alors ça peut être perturbant pour débuter. Je tiens à préciser que si vous souhaitez par exemple déplacer le dock et le mettre en bas, ici la fenêtre d'animation, vous pouvez cliquer sur ce bouton là, X-Sheet, et passer en mode timeline. Et la timeline, c'est ce dont vous avez l'habitude dans la quasi-totalité des logiciels de montage. Maintenant, c'est organisé de manière horizontale. On va y revenir dans quelques instants. Donc, je vais redocker ici ma X-Sheet et cliquer sur X-Sheet ici, ce qui va me permettre donc de retrouver tout simplement ma X-Sheet. Et je vais me mettre sur la première colonne ici. Si je clique à cet endroit-là et que j'appuie sur la touche B, je vais pouvoir accéder au pinceau. Et quand je fais un dessin, vous remarquez que ça me crée une image ici, l'image B1, et ça me la crée aussi dans ce qu'on appelle le panneau Level. D'accord ? Je vais y revenir par la suite, le panneau Level. Donc, au niveau de l'outil broche, que vous pouvez sélectionner dans la barre d'outils si cela vous intéresse, vous pouvez modifier la taille de la broche tout simplement en changeant les curseurs qui se trouvent à cet endroit-là. Donc, ces logiciels de dessin, peu importe le logiciel de dessin numérique, sont faits pour être utilisés avec des tablettes graphiques. On ne dessine pas à la souris, ou très rarement. En général, on évite. Et en fait, là, ce que vous avez au niveau de ce curseur, c'est le premier curseur, c'est l'épaisseur minimum de la brosse. Et ça va être l'épaisseur maximum de la brosse. Donc, si j'utilise la pression de mon stylet en cliquant sur ce bouton-là, ici, qui est normalement activé par défaut, et que j'appuie très légèrement sur ma tablette graphique, vous voyez, plus j'appuie fort, plus je vais avoir un trait de fin à épais. Donc si j'appuie doucement, j'ai un trait fin, si j'appuie fortement, j'ai un trait épais. C'est plutôt intéressant parce que ça me permet de faire des dégradés, d'avoir une calligraphie assez intéressante sur mon tracé. Tout ça en étant sur un tracé vectoriel, ce qui fait que quand je zoome, voilà, je n'aperçois pas l'aspect pixelisé. Donc entre minimum et maximum, ça me permet de choisir voilà, l'épaisseur de mon trait. Si jamais je ne souhaite pas la pression d'un tablette graphique, je décoche pressure ici, et ça va être la taille max qui va être prise en compte. Donc là par exemple, vous voyez, c'est la taille max qui est prise en compte pour le trait. Donc ensuite on a un slider qui s'appelle Accuracy ici, qui va permettre donc de corriger le tracé après coup. Par défaut c'est à 20, moi j'aime bien le mettre à 100. Quand je le mets à 100 et que j'observe le résultat et que je relâche mon stylet, vous voyez que rien n'a changé, c'est exactement ce que j'ai dessiné qui est marqué à l'écran. Si je mets l'Accuracy à 1 et que je dessine, vous allez voir après, au moment où je vais relâcher le stylet, c'est-à-dire maintenant, hop, il va essayer de réadapter la forme à quelque chose de plus lisse. Alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je vous recommande de ne pas l'utiliser parce qu'en général, vous avez envie d'avoir ce que vous avez dessiné à l'écran et d'avoir vraiment le tracé que vous avez fait. Ce qui paraît en soi quand même un peu logique. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser le smooth. Alors le smooth en fait c'est ce qu'on appelle une lazy mouse, comme dans ZBrush par exemple. Vous voyez, c'est une sorte de rotard en fait qui permet de dessiner, de faire des traits plutôt de qualité. À main levée. Je tiens à préciser que là par exemple je suis tombé sur un bug en fait, donc je vais supprimer mon image. J'ai encore mon tracé qui est à l'écran. Voilà, je vais refaire un tracé. Alors des fois il reste quelques petits bugs au niveau du undo, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, vous pouvez toujours trouver un moyen de vous en sortir. Donc si je mets le smooth à 50, vous allez voir que j'ai un retard très important concernant mon tracé. Si je le mets à quelque chose comme 37, voilà, j'ai la possibilité très rapidement, vous voyez, d'anticiper en fait mon projet, de l'amener comme si je le tirais avec une sorte de corde. Et c'est plutôt
agréable dans certains cas. Moi, je vous avoue que je m'en sers assez rarement. Par exemple, si je dois faire ce genre de choses, je préférerais quand même ne pas avoir le smooth, mais l'avoir à main levée, et d'avoir mon tracé en temps réel qui fonctionne. Voilà. Donc ça va être concernant mon tracé et mon outil de broche. Alors là, vous voyez, j'ai encore le problème de mon tracé qui est persistant. Ça, c'est un petit bug qui arrive de temps en temps. Donc, comme c'est du vectoriel, après coup, j'ai la possibilité, si l'envie m'en prend, de venir modifier mon tracé. Donc, par exemple, si je fais quelque chose dans ce goût-là, je vais faire quelque chose de plutôt simple. Voilà. Alors, je vais faire exprès quelque chose de raté pour pouvoir montrer certains outils. J'ai la possibilité de venir, par exemple, récupérer cet outil, l'outil fer à repasser, et vous voyez, de passer sur mon tracé pour pouvoir, par exemple, venir lisser ma courbe. Donc, vous voyez, je passe plusieurs fois dessus et je vais venir lisser, par exemple, mon sourire. Admettons que cette partie ici, je la trouve pas assez ronde, j'ai aussi la possibilité de venir sélectionner cet outil, ici, et de venir, vous voyez, tirer carrément mon visage, si j'en ai envie. Alors là, il se trouve que ça tire beaucoup les choses, donc je peux venir utiliser... Donc alors vous voyez qu'en fait cet outil il est quand même plutôt cool, parce que je peux venir même carrément sélectionner les points de début et les points de fin, et venir les modifier. Je peux venir même, si j'en ai envie, appuyer sur la touche CTRL pour rajouter un nouveau point, vous voyez. C'est ce que j'ai fait à cet endroit-là. Si par exemple là j'appuie sur la touche CTRL, voilà, j'ai créé un nouveau point, vous voyez, qui est assez anguleux. Et si j'en ai envie, je peux aussi utiliser cet outil qui est assez connu des gens qui font du vectoriel, qui est l'outil de courbe de Bézier. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mes points, venir sélectionner ici mes tangentes, et pouvoir, voilà, organiser comme je le souhaite mes tangentes. Les tangentes de ma courbe. Voilà, c'est quand même plutôt sympa, c'est ce qu'on connaît d'un logiciel standard dit vectoriel. J'ai la possibilité aussi, avec l'outil de sélection, donc le raccourci clavier c'est la touche S, de venir sélectionner tout simplement en cliquant sur mes strokes, les différents strokes, les différents tracés que j'ai fait. Si par exemple je sélectionne cette stroke, un petit outil qui est très intéressant, c'est ce que l'on retrouve en bas ici, qui va me permettre de changer l'épaisseur globale de ma broche après coup. Si je voulais modifier l'épaisseur à certains endroits, je peux utiliser la pompe ici, et venir par exemple, vous voyez, tout simplement venir monter en fait la taille de ma brosse à un endroit précis. Donc par exemple, si je monte la taille ici, vous voyez que par exemple le haut, je peux venir le faire un petit peu plus épais, et ça va avoir une influence autour de la zone d'influence sur laquelle en fait je me suis positionné pour pouvoir modifier la taille de ma broche. Donc par exemple là, je peux venir récupérer le contour total en appuyant sur la touche S pour venir le sélectionner, et ensuite je peux réduire par exemple l'épaisseur de mon tracé de manière générale. Alors à noter que on a différents types de sélection. Sur la flèche ici, donc la touche S pour sélection, je peux venir passer en freehand. Freehand, ça va me permettre d'avoir un lasso de sélection. Alors comme dans la quasi-totalité des softs, je peux venir, une fois que j'ai ma sélection qui est faite, je peux venir la déplacer, je peux venir changer ma sélection avec une remise à l'échelle, je peux venir remettre à l'échelle ma sélection en prenant un coin de manière non homothétique. Si je veux le faire de manière homothétique, j'appuie sur la touche Shift en même temps, et ça vient, donc vous voyez, me scaler sans changer les proportions. J'ai la possibilité, dans un angle ici, de venir sélectionner l'outil de rotation, qui va me permettre de tourner autour de ce point de pivot, que je peux aussi déplacer. Donc si je veux le déplacer à cet endroit-là, vous voyez que maintenant, je tourne par rapport au bas. C'est des outils quand même plutôt standards, on en a l'habitude. Si jamais vous voulez un outil polyline, c'est-à-dire de sélection polygonale, vous pouvez le faire aussi. Par exemple, je fais ça, je reviens à ma sélection, je double-clique et j'ai ma sélection qui est réalisée. Voilà. Des choses quand même plutôt standards. Donc ça, c'était pour la brosse. À tout moment, je peux appuyer sur la touche E pour venir gommer. Voilà, ça va faire apparaître mon eraser. Et je peux venir aussi ensuite, ou le sélectionner à cet endroit-là, vous pouvez monter la taille aussi, à vous de voir vraiment. Vous avez la possibilité par exemple d'effacer de manière rectangulaire, ce qui est quand même plutôt rigolo. Alors là, par exemple, j'ai mon OpenToons qui vient de cracher, je vous avais prévenu. Ça arrive parfois, il faut juste que je le relance. Et je n'ai pas sauvegardé, mais c'est pas bien grave pour la qualité du dessin que j'avais fait. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir dans quelques instants.
juste que le temps que le logiciel se lance. Tout apprendre, c'est ma scène. Voilà. Donc, on avait à peu près quelque chose dans ce goût-là. Donc, au passage, quelque chose d'intéressant, tiens, je vais faire les pupilles comme ceci, le nez ici, la bouche avec des dents, et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser l'outil remplissage ici, pour vous montrer un peu comment fonctionnent les couleurs. Donc, en bas ici, on a une palette de couleurs. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sélectionner. C'est Style Editor, si je me souviens bien. Je vais la supprimer, en fait, vous allez voir assez rapidement si c'est ça. Normalement, c'est palette, excusez-moi, tout simplement. Et au niveau de cette palette de couleurs, j'ai la possibilité de créer différentes couleurs. Donc, typiquement, par exemple, je peux faire un clic droit et venir faire New Style. Et cette couleur ici, je peux remplir mes yeux avec la couleur que j'aurais choisie. L'avantage étant que si je vais ici dans le Style Editor, j'ai la possibilité à tout moment de changer la couleur de cette palette ici, qui a été automatiquement updatée, donc mise à jour, sur mon dessin et à tous les endroits sur lesquels va être remplie cette couleur. Donc là, par exemple, si je crée une nouvelle couleur, New Style, je vais par exemple faire un bonhomme bleu, voilà, je remplis, vous voyez que tout est rempli. Quand même plutôt pratique d'avoir cet outil. Alors à noter que si je sélectionne mon contour ici et que je le déplace, vous allez voir qu'en fait le fil suit. Et ça c'est quand même plutôt intéressant. Le fil est attaché, donc le remplissage, excusez-moi, est attaché en fait à la stroke. Ce qui fait qu'en fait, là, on a vraiment comment dire, notre visage qui est complètement rempli de cette couleur-là. Il faudrait par exemple que je revienne à cet endroit-là sur donc ma couleur pour venir re-remplir mes yeux en blanc et que eux aussi, par conséquent, ils aient un style qui leur est attaché en fait. Donc là par exemple, je viens sélectionner cette couleur, alors apparemment ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que tout simplement que c'est une forme qui n'est pas fermée? Ça peut arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection. Et en fait, je vais tout simplement la redessiner, ça sera plus rapide pour moi. Je vais resélectionner une couleur noire, je vais appuyer sur la touche B. Je vais refaire un nez, comme ça par exemple. Je vais appuyer sur la touche de remplissage, d'ailleurs je me souviens plus du raccourci clavier, c'est la touche F pour fil, voilà, et je vais remplir, s'il veut bien, il ne veut pas, ma couleur. Alors du coup mon fil il veut pas se remplir tout simplement à mon avis, parce qu'il était en full transparence. Je vais créer un nouveau style à partir du style bleu, et voilà, ça va fonctionner. En fait j'avais la transparence qui était à 0, placée dans ma couleur, et effectivement ça n'aurait pas fonctionné avec une transparence qui est à 0. Vous avez l'alpha qui est en fait ici, et j'ai dû la dupliquer à partir de la couleur blanche ici. Effectivement, à mon avis, si je fais un nouveau style ici, vous voyez que c'est blanc, et que j'ai l'alpha effectivement à 0. Donc si je monte l'alpha, et que je reviens par exemple sur une couleur, peu importe laquelle, je modifie, vous voyez que maintenant, je retrouve ma couleur, et ça fonctionne. Ce qui est quand même plutôt sympa. Du coup, je vais faire ça plutôt. Voilà. Et ensuite, je vais avoir la possibilité à tout moment de faire, si je le souhaite, des rectangles. Si je le souhaite, ici, de venir modifier pour faire une ellipse. Si j'appuie sur la touche Shift, je fais une ellipse proportionnelle. Si j'appuie sur la touche Alt, en plus, je la fais par rapport au centre de mon curseur, ce qui est plutôt sympa. J'ai la possibilité aussi d'utiliser des outils tels que le tape. Alors en fait, le tape, ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, admettons que je fasse une forme comme ça et que je veuille tracer une ligne de là à là, bah, je peux utiliser le tape en fait ici pour sélectionner le bout, sélectionner la fin et boum, il me crée une ligne automatiquement. Plutôt pratique, il peut le faire d'une ligne à une autre, voilà, ça marche plutôt bien. Ici on a endpoint to endpoint. Je peux faire line to line, endpoint to line aussi, ça va fonctionner. Typiquement, si je fais endpoint to line, je vais pouvoir me snapper sur n'importe quelle autre ligne, vous voyez, mais il faut que je parte absolument d'un point qui termine une courbe. Si je me mets line to line, je peux me mettre à n'importe quel endroit et venir tracer une ligne, en fait, tout simplement.
Ici, j'ai la possibilité aussi, dans l'outil de forme, de tracer des lignes, si je le souhaite. Sauf que là, je peux dépasser complètement. Le tape va se snapper sur d'autres lignes. L'arc, ici, c'est une courbe de Bézier. Je trace un premier point, un deuxième point, et ensuite, vous voyez que j'ai un modificateur qui permet de tracer une courbe de Bézier. Plutôt sympa. Des fois, on a besoin de faire des choses de la sorte. Ça permet de gagner du temps sur certains tracés. J'ai aussi la possibilité de venir utiliser le cutter. Alors le cutter, c'est quelque chose de plutôt chouette. Si par exemple je trace une ligne ici et que je la sélectionne, vous allez voir qu'en fait elle est formée d'une seule et même ligne, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais grossir sa taille. Si je prends le cutter ici, vous voyez que ça vient suivre perpendiculairement à ma ligne mon tracé du coup, et je peux venir par exemple dire je cut à cet endroit-là. Maintenant, je prends mon outil de sélection et j'ai fait un cut. Ma ligne est maintenant séparée en deux. C'est quelque chose de plutôt pratique. Voilà concernant, je dirais, les outils que j'ai envie de vous montrer en termes de dessin vectoriel. Maintenant, on va juste voir que dans les colonnes ici, dans la X-Sheet ou dans la timeline, ça fonctionne de la même manière, sauf que c'est à l'horizontale. On a la possibilité de créer des calques qui ne sont pas vectoriels. Donc je vais supprimer la première colonne en cliquant sur Supr et je vais créer un calque de type non vectoriel. Alors j'ai la possibilité de cliquer sur ce bouton-ci, donc le New Raster Level. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans File, dans les préférences, ici, vous pouvez aller sélectionner dans X-Sheet Show Toolbar in the X-Sheet. Ça va vous faire apparaître ces options de raccourci en fait qui vont vous permettre de créer ce qu'on appelle des levels, des colonnes, pardon. Non, des levels, c'est bien ce que je disais. Et là, j'ai la possibilité ici de cliquer sur ce bouton-là. Il va me faire apparaître une option qui croppe un peu au niveau de la capture d'écran, mais c'est pas grave. Vous cliquez sur OK. Et là, maintenant, j'ai un calque dit bitmap. C'est-à-dire que maintenant, si je fais un tracé et que je zoome sur ce tracé, vous voyez qu'on observe l'aspect pixelisé, donc on voit les pixels, on voit la résolution en fait, de notre tracé. Alors ça peut être très intéressant ça, parce que des fois tout simplement on n'a pas besoin d'avoir un style vectoriel, et ça peut être très intéressant pour nous parce qu'on va pouvoir avoir accès à des outils qui sont très très intéressants, notamment des broches de style plutôt peinture réaliste, et je vais aller vous montrer un petit peu tout ça. Alors on a les broches en fait du logiciel MyPaint. Donc si on clique dans le Style Editor, dans le panneau Raster, on va voir justement la quantité de broches hallucinante que l'on a sur ce calque raster. Des broches qu'on n'a pas en mode vectoriel. Alors, si je sélectionne par exemple la calligraphie, vous voyez que j'ai un aspect calligraphique. J'ai la possibilité de venir sélectionner des brosses, voilà, un petit peu de particules, donc ça peut être très sympa pour faire par exemple, je sais pas, vous voulez faire un background ou du goudron ou quelque chose voilà, de stylisé. Je vais vous les passer un petit peu tout en revue. Vous voyez qu'on a des broches qui sont quand même de qualité plutôt chouette. Moi, les broches qui m'intéressent le plus, je vais vous les montrer. Ça va être tout ce qui va être crayon, parce qu'on a un aspect très très papier. On se rapproche pas mal en fait d'un logiciel que les animateurs traditionnels utilisent souvent, qui s'appelle TV Paint. Et en fait, c'est plutôt agréable d'avoir une équivalence en gratuite avec des broches qui sont pas de la même qualité bien évidemment que TV Paint ou même Krita, mais bon, on va déjà dans la bonne direction, je trouve. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu toutes les broches qui sont disponibles, du moins celles qui m'intéressent. Notez que vous avez la possibilité bien évidemment de les paramétrer, de changer leur taille, un petit peu comme ce qu'on a vu en vectoriel. Alors je dis ça mais en même temps ça marche pas. Voilà, c'est parce que c'est juste négatif. Voilà, on va avoir des pinceaux différents, par exemple voilà, une sorte de pinceau, vous voyez, qui au fur et à mesure avec le temps s'estompe. Plus je vais vite, il va s'estomper. C'est plutôt intéressant ce genre de choses, ça permet d'avoir un traité très très graphique et très très naturel en fait. Voilà, moi j'aime bien les crayons comme ça, qui sont un peu gras. J'ai la possibilité, vous voyez, d'avoir... Ça fait un aspect un petit peu marqueur aussi, c'est vrai. Mais je trouve ça plutôt intéressant d'avoir ce genre d'outils.
On a la possibilité aussi, alors, tout en bas, d'avoir des pastels, par exemple. Alors, je tiens à préciser que si vous voulez changer la couleur, il va falloir retourner dans l'option Color ici. Et là, vous allez pouvoir modifier la couleur de la brosse. C'est peut-être pas aussi évident, puisqu'en vectoriel, bah, évidemment, par défaut, on a la palette de couleurs ici qui change. Là, il faut vraiment aller venir modifier la couleur, en fait, du style qu'on a choisi, donc du style rasterisé. Donc là, voilà, par exemple, si je veux avoir un marqueur, une sorte de marqueur, je peux y avoir accès à cet endroit-là. A noter que j'ai toujours mes outils de sélection qui me permettent de cutter cette fois-ci. J'ai la possibilité de prendre, par exemple, le freehand pour pouvoir détourer cette fois-ci mes sélections. Et là, on se retrouve dans un logiciel assez standard de dessin, tel que Krita ou Photoshop, par exemple, avec des brushes quand même d'une qualité incroyable. Si je fais CTRL A, au passage, ça permet de tout sélectionner, et je peux tout supprimer exactement comme dans un logiciel de dessin plus traditionnel. Voilà, je vais avoir des brushes aussi qui vont me permettre de blender un petit peu des choses les unes avec les autres. Voilà, je peux avoir un traité très pastel, ce qui je trouve très intéressant en termes de logiciel, en termes de moteur de brush, pardon. Vous voyez que voilà, on a vraiment un aspect pastel, enfin pas pastel, je voulais dire, excusez-moi, plutôt peinture à l'huile, et voilà, on peut vraiment avoir une qualité assez impressionnante dans ce logiciel, même juste pour faire du dessin et de l'illustration, ça peut déjà être très chouette. Que dire de plus? Je vais vous montrer. Alors voilà, par exemple, ça va être des brushes qui vont être aussi super intéressantes. Ça va être des brushes en fait qui vont permettre d'estomper ce qui se trouve dessous. Donc si par exemple vous devez faire une sorte d'aquarelle, en fait, vous allez pouvoir comme attribuer en fait de l'eau sur votre canvas, et on va avoir quelque chose de très organique, très rapidement. Voilà, très sympa cette option. On va voir tout ce qui va être craie aussi. Voilà. Je vous invite vraiment à aller regarder parce que ça vaut vraiment le coup rien qu'au niveau de ces broches là. Ça fait très plaisir de voir ce genre de choses. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, ça va être l'animation, et on verra aussi un peu plus tard comment fonctionne éventuellement tout ce qui va être transition d'animation automatique, donc twinning, et on va voir aussi comment fonctionnent les caméras, et on verra un petit peu aussi comment on pourrait construire le début d'un perso de type cutout, c'est-à-dire un perso, une marionnette en 2D en fait. Donc c'est parti, je vais rester par exemple sur, tiens, restons sur ce calque là, je vais juste le mettre à côté ici, je vais créer à cet endroit là un nouveau calque, donc je vais créer un nouveau calque de type raster, parce que j'ai envie de travailler avec ces magnifiques brushes, et je vais prendre, est-ce que le pencil ça va m'aller? Non, je vais récupérer, tac, peut-être ce pencil, tiens. Alors c'est marrant, j'ai une des brushes qui s'est mise par-dessus. Alors si j'arrive à la mettre... Voilà, après, excusez-moi, il faut que je mette le calque juste après, parce que ça va être le calque qui va être par-dessus. Ok, donc c'est parti. Ce qu'on va voir, ça va être, donc comme je vous le disais, comment fonctionne l'animation dans TV Paint. Alors, on a des images qui sont représentées avec des numéros et des lettres. Et ici, on a une fenêtre qui s'appelle le level. Donc, si je sélectionne ma première image ici, et que par exemple, je sais pas, admettons que je fasse un cercle comme ceci, j'ai la possibilité à tout moment de créer une nouvelle image en me mettant à cet endroit-là. Alors, maintenant, comme je suis sur une autre image, vous voyez que j'ai plus mon autre calque qui est présent, et surtout que je n'ai plus mon image puisque je suis sur une autre image. Si je reviens sur mon calque ici, numéro 1, et que je clique sur la première image et que je sélectionne l'espèce de bouton qu'on a en bas ici, je peux venir étirer la durée de mon image vers le bas. Donc là, par exemple, mon film va durer 25 secondes. Je peux revenir sur n'importe quelle autre image et vous voyez que mon calque a duré 25 secondes, alors que à partir de ce moment-là, j'ai plus ici sur l'autre calque d'image, donc je ne verrai plus en fait le contenu de cet autre calque ou colonne. Si je vais à cet endroit-là maintenant, et que j'ai envie de faire la deuxième image de mon animation, j'ai la possibilité d'activer un outil qui s'appelle le Onion Skinning.
la pelure d'oignon, qui va me permettre de voir l'image précédente. Donc là, à partir de maintenant, ce qui va être cool, c'est que je vais pouvoir redessiner en voyant un guide, en fait, en ayant un guide, pour pouvoir, par rapport à mon image précédente. Donc là, ce que je vois, c'est mon image précédente. Donc vous voyez que là, j'ai fait 2 images avec l'aide de mon image précédente. Donc si par exemple, je sélectionne le bouton qui se trouve tout à gauche de mon image, là, l'espèce de, comment dire, de petites pointes coupées, de petits rectangles coupés, je peux venir déplacer mon image, ma deuxième image, vous voyez que c'est marqué que c'est la deuxième, et je peux venir la déplacer à cet endroit-là. Vous voyez que dans mon level, maintenant, j'ai 2 images qui constituent donc l'ensemble des images disponibles pour ce calque-là. Si je sélectionne l'image 1, je peux l'étendre, tout simplement. Je peux venir replacer l'image 2 ici, et venir l'étendre aussi. À tout moment, je peux me mettre, par exemple, à cet endroit-là, et venir cliquer, et venir presser la touche supprimer, et là, il va supprimer l'image, créer un trou ici, et vous voyez qu'il a étendu l'image 1 jusque-là, fait un trou, remis l'image 1 jusque-là, donc l'image 1, c'est-à-dire celle-ci. Si je sélectionne mon calque ici, j'ai la possibilité à tout moment de venir créer une troisième image. Vous voyez que mon panneau level ici s'est updaté avec une troisième image. Et j'ai la possibilité, par exemple, de venir, je sais pas, continuer mon animation. Là, je sais pas trop dans quoi je suis parti, mais voilà. C'est pour vous donner une idée, on a la possibilité vraiment, très rapidement, de faire ceci. Je peux aussi sélectionner mes images et venir changer leur durée comme ceci, si j'en ai envie. Maintenant, je me retrouve vraiment avec 3 images. Donc si je les sélectionne dans le level, en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va activer les images dans mon canvas, il va activer uniquement ce qui est visible sur le calque, ce qui est quand même plutôt pratique si vous voulez travailler sans avoir le reste des calques affichés. Donc je vais revenir sur mon calque ici, et vous voyez que maintenant j'ai une animation. Alors je vais étendre l'image jusqu'au bout ici, ou alors plutôt déétendre, raccourcir le bas ici, et je vais cliquer sur le bouton play. Vous voyez que c'est allé extrêmement vite. J'ai la possibilité à cet endroit-là de venir changer le framerate de mon animation, c'est-à-dire, je vais vous dire par exemple que mon animation va se jouer à 11 frames par seconde. Vous voyez que mon animation va se jouer. Alors, elle est extrêmement moche. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer toutes mes images, je vais me mettre à cet endroit-là, et je vais faire quelque chose qui est plutôt traditionnel, c'est-à-dire la balle qui rebondit, la bouncing ball, quelque chose de très connu des animateurs. Donc je vais avancer par exemple jusque là, la balle en arc de cercle va tomber à peu près jusque là, ensuite elle va aller jusque là, donc on va essayer de ne pas perdre les volumes, et ensuite on va dire que elle arrive à peu près là. Donc là j'ai toutes mes images, 1, 2, 3, 4, qui sont des images dites keyframes, c'est les points clés de mon animation. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est donc typiquement ici, sélectionner toutes ces images, si j'y arrive, hop, et les décaler vers le bas. Et je vais commencer, voilà, je vais mettre 2 images entre chaque image. Et je vais faire mes images intermédiaires. Alors notez que la barre que l'on trouve ici sur le côté gauche, ça va être la barre d'onion skinning. Le point ici central, c'est l'image sur laquelle on est. D'accord ? Et les points qui se trouvent juste avant, ça va être combien d'images on va voir avant, et quelle image en fait on va voir avant l'image sur laquelle on est. Donc si je clique sur ce point-là, ou ce point-là, ou ce point-là, vous voyez que je désaffiche des images. J'ai la possibilité par exemple de dire que je veux voir, en étant sur cette image-là, je veux voir la première image. Je clique tout simplement sur le point jaune ici, et là vous voyez qu'en fait je vois 5 frames avant l'image sur laquelle je suis. Si je clique sur tous les points ici, je vais voir toutes les images. Si j'enlève celle-là, je vais voir presque tout, sauf la 3e image avant l'image sur laquelle je suis. Donc c'est quand même plutôt puissant, cette histoire. Ce que je vais faire, c'est que moi, dans mon cas ici, je vais dire que je vais afficher toutes les images qui se trouvent devant moi. Et je vais aussi afficher les images qui se trouvent après. Donc c'est la même chose, mais avec ce qui se trouve en vert juste après. Donc là, vous voyez que maintenant, j'ai une image rouge et une image verte. À noter au passage que si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller à tout moment dans les préférences, dans Onion Skinning, venir changer les couleurs ici. Donc pour l'image d'avant et l'image d'après. Donc je vais me mettre à cet endroit-là,
Et ce que je vais faire, c'est les images intermédiaires de mon animation. Donc je vais le mettre à peu près comme ça. Donc là, je vais avoir une frame qui va partir comme ça. Celle-là qui va être à peu près comme ça. Voilà. Donc là, si je lis mon animation, voilà, on a un début de bouncing ball, d'animation de balle, et vous voyez que là, je suis à 11 frames par seconde. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon background et je vais le remonter jusqu'à ce qu'il dure en fait la bonne animation, la bonne durée. Alors, à noter au passage que là, je peux cliquer sur play, mais je peux aussi cliquer sur le bouton d'à côté qui va lire en boucle en fait mon animation, ce qui est quand même plutôt pratique. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité de voir ma balle qui rebondit. Et si par exemple j'avais voulu, sans changer le framerate ici, donc admettons que je sois sur un framerate de 24 images par seconde, ce qui est plutôt standard, je clique sur play, vous voyez que ça va aller très 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 vite. Si maintenant j'ai envie de dédoubler le framerate, mais dans mes images, c'est-à-dire que là, chaque image je la duplique sur ma timeline. Alors attention, je tiens à repréciser parce que c'est souvent un problème, souvent une confusion. Je les duplique pas dans les levels, ça c'est des images uniques, je les duplique dans l'affichage de ma timeline. Pour vous donner une idée, c'est comme si par exemple j'avais dupliqué en fait dans mon film euh, une image, mais que en fait derrière c'était la même image. C'est assez dur, je sais, à comprendre, mais voilà. Ce que je peux faire, c'est que je peux venir sélectionner l'ensemble de ces images et faire un clic droit et venir faire Step. Et là, je fais Step 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dupliqué l'exposition de mon image. Dans l'animation traditionnelle, on parle d'exposition, d'exposure. Donc là, mon image 1, elle est exposée deux fois. L'image 5, elle est exposée deux fois, etc., etc. Donc là, si je fais Play, donc bien sûr, il va falloir que je remonte la durée de mon background. Si je fais Play maintenant, vous voyez que je me retrouve à peu près avec le même timing qu'avant, qui était à peu près de 12 frames par seconde. Voilà, ça c'est des outils qui sont très très pratiques, qui permettent de gagner vraiment un temps fou au niveau animation et au niveau timing surtout. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, ça va être de voir comment on pourrait utiliser tout ce qui va être twinning dans ce logiciel. Alors je tiens à préciser avant, petit cas pratique, ici cette colonne en double-cliquant je peux la renommer background. Cette colonne je peux la renommer ball ici. Et j'ai la possibilité, si je le souhaite, par exemple de venir cliquer sur ce bouton là ici, qui permet d'afficher ou non le calque. Et j'ai la possibilité, en cliquant sur le petit slider ici, de venir réduire l'opacité du calque à partir du moment où je suis sur un autre calque. Donc là, vous voyez que je suis sur un autre calque et j'ai mon calque de décor qui est légèrement transparent parce que je lui ai seté une transparence. Par contre, quand je suis sur le calque en question, que je sélectionne le calque en question, ma transparence sera pleine. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces calques-là, donc clic droit delete, je vais supprimer ce calque-là aussi, et bien on va faire quelque chose d'autre. Ce que je vais faire d'autre, ça va être donc déjà de créer un nouveau calque rasterisé. Et ce que je vais faire, ça va être par exemple quelque chose de tout bête. Je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? On va faire un petit perso tout simple, tout rigolo. Voilà, donc là je vais faire la tête d'un côté. Cette colonne, je vais l'appeler tête, ou head, c'est en anglais. Ça va être body. Si j'y arrive, alors excusez-moi, il faut que je crée un nouveau calque évidemment. Voilà, body. Je crée un nouveau calque. Ça va être arm. Voilà. Alors je me souviens plus, il y avait un bouton qui permettait de voir
tout ce qui dépassait l'animation. Bon, c'est pas bien grave. Ce que je vais faire en fait, pour que ce soit plus sympa, c'est que je vais le faire comme ça. Le but c'est pas de faire quelque chose de joli, hein. Le but c'est de faire quelque chose de compréhensible en termes d'animation. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Body ici et je vais lui mettre son autre bras ici, histoire que ce soit logique et que ce soit un exemple standard. Je vais aller jusqu'à... Voilà. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est par exemple d'animer la tête et d'animer le bras séparément, puisque je les ai mis sur des calques séparés dans mon cas. Ce que je vais faire pour le coup, ça va être du coup de les animer. Donc comment je vais faire ça? Je vais les animer donc séparément et les interpoler. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici cet outil-là qui s'appelle le Animate Tool. Et vous notez que le Animate Tool, il permet de déplacer les différentes parties, les différents calques en fait, tout simplement, les colonnes. Il permet de les déplacer. Je peux venir à tout moment sélectionner ici Center. Et Center, en fait, ça va me permettre de placer le point de pivot de mon calque. Je vais le placer, par exemple, à la base de la tête de mon perso. Si je viens sur Rotation, vous notez que maintenant, j'ai la possibilité de faire une rotation par rapport au pivot que j'ai placé ici. Pareil, au niveau du corps, ici, ce que je vais faire, bon, même si on ne va pas animer le corps dans mon cas, je peux venir le placer à cet endroit-là, on va dire. Du coup, si je fais une rotation de mon corps, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que ça tourne. Si je prends mon bras, ici, j'ai la possibilité, pareil, de venir positionner le centre à cet endroit-là. Et là, si je fais une rotation, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne par rapport à là. Alors d'ailleurs, j'aimerais que le centre, en fait, soit plus vers là. Et je vais modifier la position, tout simplement comme ceci. Et avec la rotation, vous voyez que j'ai la possibilité d'animer comme ça. Alors, ce qui est plutôt intéressant avec tout ça, c'est que, donc déjà, non seulement je peux les animer, donc si je sélectionne toutes ces images et que je les étends, je me mets à l'image 1 ici, je vais à la dernière image, je prends mon outil d'animation, je fais une rotation, qu'est-ce qui va se passer si je lis mon animation? Rien du tout. Parce qu'il faut que je revienne à la première image, excusez-moi, et que je spécifie que je veux démarrer de là. Maintenant, si je fais un play, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai bien une animation qui va de là à là. Pour noter qu'en fait, on a une sorte de petite clé qui apparaît. Et on voit d'ailleurs, c'est assez marrant, on voit l'onion skinning qui s'effectue. D'ailleurs, je peux tout l'activer pour voir à quoi ça ressemble mon mouvement. Alors, j'espère que ça coûte pas trop cher. Je vais plutôt l'enlever pour pas éviter que ça coûte trop cher au rendu. Mais voilà, c'est plutôt pratique, on a une interpolation automatique. Si je clique sur cette petite clé qui correspond à la clé d'animation qu'on a setée à cet endroit-là, je double-clique dessus, ça va m'ouvrir le Function Editor qui va me permettre en fait, au niveau du Function Editor, si je clique sur la colonne, de voir que j'ai bien effectué une rotation. Cette rotation, elle est exprimée ici en degrés. Donc si par exemple, je me mets à cet endroit-là ici et que je dis qu'au début, je veux partir de 0 degré, vous voyez que ma tête, elle redevient droite ici. Je vais aller à la dernière clé ici et je veux mettre moins 90 degrés. Boum, je me suis mis à moins 90 degrés et il va automatiquement me faire une interpolation entre la première clé et la dernière clé dans le Function Editor. Vous voyez, donc de là à là, c'est toutes les valeurs qui ont été approximées entre ces valeurs pour la rotation de ma tête. Donc si je me déplace, je vais de 0 à 90 degrés, c'est exactement ce qu'on a précisé à cet endroit-là. J'ai la possibilité aussi de choisir la manière dont je vais de 0 à 90. Si par exemple ici je mets donc speed in, speed out, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre de la vitesse, donc accélérer et décélérer, c'est ce qu'on va voir. Pouf! Voilà, il accélère et il décélère. Je peux lui dire par exemple, tu le fais de manière linéaire. Donc de là, les deux clés, je les mets en linéaire, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que c'est constant. On sent qu'il y a une constance dans l'accélération, dans le déplacement, dans la rotation, pardon. Si je me mets en is in, is out, on va sentir, sur mes deux clés, on va sentir une accélération et une décélération aussi. Voilà, donc à vous de choisir le type d'animation que vous voulez. Si par exemple maintenant je me mets à l'image 47 ici, et que maintenant je mets moins 80, à cet endroit-là, ça va me créer une nouvelle clé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller de 0 à 80,
et de moins 80 à 90. Et vous allez voir que ça m'a rajouté une petite clé d'animation ici. Boum! Ça a créé une sorte d'anticipation. Juste que je redock ici ma couleur, voilà, super. Par contre, à tout moment, je peux faire un clic droit et faire delete. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va supprimer ma clé. Si j'ai envie de même supprimer carrément ma clé, je peux aller ici, clic droit delete. Pareil, ici, clic droit delete. Là, hop, je n'ai plus de clé. J'en ai ici aussi, il faudrait que je les supprime. Voilà. Plus de clé d'animation twinée sur cette image. Après, c'est vrai que par défaut, vous souvenez-vous que j'avais positionné ma tête à peu près à cet endroit-là. Donc ça m'avait mis une clé déjà par défaut. Donc vous l'aurez compris, ce que je peux faire bien évidemment maintenant, c'est venir animer à ma guise mon perso. Par exemple le bras de là à là, donc on va dire que le bras au début il est comme ça. Je peux venir le tourner comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc là si je fais play, vous voyez qu'on a toute mon animation qui se joue. Alors c'est pas du grand art, mais c'est pour vous montrer les fonctionnements. Et à tout moment, bien évidemment, si par exemple au niveau de ma tête, à ce moment-là, je lui dis ah bah tiens en fait j'ai envie de changer d'image. Attention, je parle d'image, je parle plus d'animation twinnée, d'animation interpolée, parce que quand on interpole quelque chose, c'est l'ensemble du calque qu'on interpole. Là, je vais dire par exemple, je supprime mon image et je remplace ma tête. Donc je vais me mettre à cet endroit-là, cliquer sur l'onion skinning, et là par exemple, on va rester sur ça. J'ai la possibilité de le faire, et vous voyez qu'en fait il va swapper mon symbole tout en tournant ma tête quand même. Donc là si je fais play, il s'occupe quand même de le faire. Là, comment on peut le vérifier? Je peux tout simplement aller à cet endroit-là, sélectionner toutes les rotations, faire un delete, et de là à là. Ah zut, je me suis trompé de calque. Je vais supprimer la clé qui est là. Je vais mettre à la fin. S'il le veut bien. Là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas sélectionner mon calque de tête. Donc c'est pas grave, je peux cliquer sur, à la place de arme ici, je peux venir cliquer sur tête, me mettre à la fin, faire une rotation, et là normalement, si je reviens au début, que je remets une clé là, voilà. En descendant, avec la touche flèche du haut et flèche du bas, je vois qu'il a bien fait mon interpolation, et par contre j'ai mon swap de tête qui est au milieu. Donc vous voyez qu'on a la possibilité quand même de faire beaucoup de choses dans OpenToonz. Alors maintenant, je vais vous montrer une dernière fonctionnalité qui est quand même plutôt intéressante. Donc je vais supprimer ces différents calques. Et on va faire quelque chose d'extrêmement simple. On va récupérer, donc on va créer un nouveau calque voilà, de type vector. On va en créer même 3. De type, pardon, pas vector, justement raster. Donc je vais faire une tête. Je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Torse. Puis dans le troisième calque, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, j'ai aucune idée. Un bras. Puis ce calque ici, je vais le dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Je sélectionne ce qui se trouve sur le dernier calque ici. Ah, si j'y arrive.
Alors c'est marrant, il m'a gardé mes clés à cet endroit-là. Je vais les supprimer, toutes les clés ici, toutes les clés d'animation. Par contre, le dernier calque ici, je vais le supprimer. Je vais revenir sur ce calque-ci, supprimer ça, appuyer sur B pour remettre mon bras, s'il veut bien. Supprimer à nouveau ma clé. Je sais pas pourquoi il y a une clé qui se rajoute en fait de temps en temps. Je comprends pas très bien le pourquoi du comment là pour le coup. Je vais créer donc du coup un nouveau calque, deux nouveaux calques, je vais en créer deux. Ça sera plus rapide. Voilà, premier calque et deuxième calque. Voilà. Ce que j'avais dit, c'est que je vais quand même placer leur point de pivot, center, ici, à chacun. Colonne 3, colonne 2, c'est le corps, et colonne, hop, c'est la tête. Donc le corps d'ailleurs, je vais plutôt le placer à cet endroit-là. Ça, c'est la tête, ça, c'est le corps. Ça, c'est son bras gauche. Ça, c'est son bras droit. Donc là, j'ai mes colonnes qui sont organisées de la manière suivante. Ce que j'ai la possibilité de faire, c'est d'aller ouvrir un outil qui s'appelle le network, ou le node, pardon, le schématique, voilà. Schematic Stage. Donc qu'est-ce que c'est que le Schematic Stage? C'est quelque chose de plutôt intéressant. Ça nous permet d'observer notre scène de manière nodale. Donc là, ça va être notre caméra qui s'occupe de visionner la scène. Donc on verra un petit peu les caméras dans quelques instants. Ça, c'est la table d'animation, donc c'est notre canvas. Et ça, c'est les différents symboles que l'on a sur la table d'animation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser les parentations. On va dire que la tête va être parentée au corps. Effectivement, quand on tourne le corps, on a envie que la tête suive le corps. Donc je vais prendre la sortie de la tête et la mettre dans la sortie du corps. Ce qui va me permettre de, lorsque je sélectionne le corps et que je passe en mode position et que je déplace le corps, vous voyez que la tête va automatiquement suivre. Si ensuite je sélectionne le bras, j'ai envie de les parenter eux aussi au corps. Et là, je me retrouve avec une vue schématique en fait de mon armature, de mon personnage. À tout moment, si par exemple j'ai envie de rajouter un nouveau calque, ce que je vais faire, ici, hop, les canettes. Je peux venir par exemple lui rajouter une canette de coca. Ou faisons par exemple... faisons plutôt un... J'ai mis canette mais ça va être une épée. Hein. À tout moment, j'ai la possibilité de venir resélectionner mon nouveau calque et de venir maintenant le parenter cette fois-ci au bras en question. Donc là, c'est le bras gauche. Donc si je sélectionne le bras gauche ici, qu'est-ce qui va se passer et que je suis en mode animation? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai la possibilité de venir automatiquement tourner mon bras gauche, qui n'a d'ailleurs son centre qui est très mal placé. Je vais le replacer à cet endroit-là. Rotation. Donc là, vous voyez que l'épée suit automatiquement. Si je resélectionne maintenant le corps, j'ai le corps qui en fait est le parent de tout le monde et qui permet en fait tout simplement de faire un déplacement dans l'ensemble de mon personnage. Et on peut aller aussi loin qu'on veut avec tout ça. Alors à noter que vous avez la possibilité de créer aussi plusieurs caméras, vous avez la possibilité d'avoir plein de choses. Ici, tout en bas, on a un outil qui nous permet de centrer la vue sur l'ensemble de nos nœuds. Ce bouton-là, ici, permet de centrer sur le calque déjà sélectionné. Donc par exemple, si je clique sur corps ici, ça va sur corps ici, pardon, et que je clique sur la cible, ça vient me focus autour de mon corps. Ce bouton-là permet d'avoir un agencement de mes nœuds automatiques. Et ce bouton-là permet de présenter mes nœuds avec une de leurs images que l'on aperçoit ici.
J'ai des boutons ici qui permettent de rajouter des peg bars. Alors, des peg bars, c'est comme c'est comme si vous voulez des nouveaux calques, mais sans dessin. Je peux rajouter une nouvelle caméra ici. Alors, je sais pas où il me l'a rajouté. Il me l'a rajouté en bas. Je peux rajouter ici des chemins d'animation. On va pas s'en servir dans notre cas. Et ici, je vois les entrées-sorties d'une autre manière, donc soit avec des points, soit avec des lettres. Et ici, je les organise de manière autre visuellement, donc je le vois en format Xsheet. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Normalement, j'ai aussi une stack d'effets que je peux venir appliquer à cet endroit-là. Alors, théoriquement, alors ça va peut-être un peu loin ce que j'essaie de vous présenter dans ce cas-là. Voilà, dans l'Xsheet, je peux mettre un nouveau fx, et là, je vais avoir différents fx de possibles. Prenons par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans Stylized? Prenons Blur par exemple, bon, quelque chose d'assez courant, le Blur. Et je sélectionne par exemple ma table d'animation. Je le vois pas. C'est assez étrange. Est-ce que c'est parce qu'il faut que je sélectionne ma caméra? C'est peut-être qu'il faut que je sélectionne ma caméra. Non, ça ne passe pas. Je me souviens plus comment ça fonctionne. C'est d'habitude quelque chose que je faisais. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours avec OpenToons. Enfin bref, en tout cas tout ce que je sais c'est que c'était par là que ça se passait. Normalement c'était justement dans le schematic view que en fait je pouvais l'avoir. Alors effectivement, alors j'ai eu quelque chose qui apparaît sur mon autre écran. Je vais aller retourner dans Xsheet, cliquer sur New FX. Non, apparemment ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas dans mon cas. C'est quand même plutôt étrange. Je ne me souviens plus de comment ça fonctionne. Il faudrait que je retourne en fait sur l'aide d'OpenToons. Avant, en fait, j'avais la possibilité à tout moment de rajouter un fx en fait. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est quelque chose en fait qui j'ai l'impression est différent de l'ancienne version en fait. J'ai l'impression de ne plus avoir la même chose par rapport à l'ancienne version, donc c'est pas grave, je reviendrai dessus peut-être dans une autre vidéo si j'ai les... Si je peux. Après ça se peut que ce soit quelque chose qui soit lié uniquement au calque en fait Toon, au raster pardon, je vais essayer, juste par acquis de conscience, de voir si c'est ça, sinon je reviendrai en fait par-dessus. Ah, mais c'est parce que là je suis dans le stage sémantique, excusez-moi. En fait, il y a une autre chose et ça doit être fx. Schématique, fx, si je le trouve, batch server non, record audio non, combi viewer non, le viewer c'est pas ça, c'est la même chose. Tout à fait. Toolbar non, task editor non, schématique non, Syncast non. Palette non, flipbook non, color model non. Ouais, je suis désolé pour ce petit moment de... Ah voilà, excusez-moi. C'est tout en bas, ils l'ont changé ça. Vous voyez, par exemple, ça c'est typiquement quelque chose qui a pour moi à changer. Et je m'attendais pas à ce que... je m'attendais absolument pas à ce que ça ne fonctionne pas.
Donc je vais supprimer en fait tous les blurs que j'ai rajoutés comme ça à la volée. Et je vais revenir dessus. Alors, du coup, c'est plus facile de naviguer avec donc tout à l'heure, en fait, quand je te disais qu'on pouvait passer en mode X-Sheet, c'était justement pour voir tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est par exemple au niveau de la tête, ou de la sortie carrément si je peux, ou de la X-Sheet si je peux avant de sortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit à l'FX, et là, je vais pouvoir justement, voilà, rajouter un peu tous mes blurs. On va se mettre un distort, par exemple, Ripple, et en fait, je vais pouvoir le sortir comme ceci. Et là, en fait, si je fais un rendu rapide de mon image, de ma sortie, en fait, je vais voir mon effet ici qui va s'afficher. Alors, j'ai la possibilité, si je ne me trompe pas, de voir mon FX. Alors, il faudrait juste que je vois comment le voir en sortie. Ça va être pas par là. Il y avait un bouton avant qui permettait de montrer encore une fois les effets. Si j'y arrive. C'est Windows Flipbook. Est-ce que le Flipbook me permettrait éventuellement de voir tout ça? Non, j'ai pas la possibilité de le faire là. C'est très très bizarre que je ne puisse pas avoir mes FX en fait. Je me souviens plus comment les appliquer en fait. Je me souviens plus en fait comment tout simplement les voir en fait. Pourtant j'avais bien un output note qui était affiché. Je me souviens plus. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer ça. Je pense que ce sera pour une prochaine vidéo tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est par là en tout cas au niveau des FX qu'on a la possibilité de les mettre. Là je les ai rajoutés à la X-View générale en sortie. Si je double-clique, j'ai la possibilité de venir ici voir en fait, de pouvoir rendre en fait toutes mes images. Peut-être qu'en fait si je fais un rendu ici, il va me l'afficher. Voilà, en fait il fallait que je fasse un rendu tout simplement, excusez-moi. Ce que je vais refaire, c'est que je vais remettre ici un FX. Prenons par exemple un Image Adjust, on va mettre par exemple... non, on va pas mettre un Stylized Emboss, tiens, ça en général c'est un truc qui se voit bien ça. Double-clic sur la sortie ici, on fait Render, et voilà, il m'a mis mon Emboss, mon filtre Emboss sur l'ensemble de ma X-Sheet. Alors c'est vraiment pas beau, mais au moins on a la possibilité de le voir. Donc là, ce qu'on a ici dans le rendu, Output Settings, le bouton rendu, c'est exactement ce qu'on voit avec l'animation. Hein. Donc je peux faire play après dans le flipbook si j'en ai envie. Donc typiquement, par exemple, admettons que je sélectionne tout ça, que je l'étende, que je me mette... alors, à noter aussi que j'ai cliqué sur ce bouton-là. Je tiens à préciser que ce bouton-là, en fait, permet quoi? Permet de ne pas l'afficher au rendu. C'est pour ça que j'avais pas ici mon bras ici au rendu. Donc je vais revenir sur la vue schématique, si j'y arrive. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc du coup, si par exemple je décide de ne pas rendre le bras, je clique sur cet œil, vous voyez que ça ne l'affiche pas ici. Ce bouton ici, c'est juste pour ne pas le voir dans la table d'animation. Si ensuite je décide de faire une petite animation, donc je vais juste me mettre à la fin très très rapidement pour faire une anime. Je vais replacer le centre de ma tête, je ne sais plus pourquoi il a bougé. Je ne vais pas faire une animation plus folle que ça va être juste histoire de vous montrer quelque chose qui bouge. Ah, et puis l'épée, on va faire bouger l'épée. Bon, je vais pas la faire bouger parce qu'en fait elle a son point de pivot. Bon voilà, j'ai quelque chose qui bouge, de magnifique d'ailleurs. Je vais repasser sur la tête, hop, la remettre comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, alors j'ai la possibilité aussi à tout moment de venir, si je le veux, sélectionner mes clés, si j'y arrive.
et de les remonter. Ah oui, excusez-moi, il faut que j'en sélectionne plusieurs et pouvoir les remonter. Tout simplement, cette clé, je vais la remonter à cet endroit-là, cette clé aussi. Alors là, il faut être très précis, malheureusement, ça c'est l'inconvénient, il faut être très très précis sur la tablette graphique pour pouvoir faire ça. Voilà, j'ai juste raccourci mon animation. Et si je double-clique sur Output ici, il va me sortir le panneau de rendu, je clique sur Render, il va me rendre toute mon animation. Tac, 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 tac. Et là, j'ai maintenant mon effet qui est appliqué. Et là, je peux cliquer sur Play, vous voyez que mon animation se lance. Et mon animation est venue se stocker dans le dossier Outputs de mon projet, qui est à quel endroit? Donc vous allez dans File ici, et vous allez dans Project, si je le retrouve, Project Settings, et en fait, il est dans Sandbox. Et Sandbox, c'est quoi? Sandbox, c'est le dossier qu'on avait vu au tout début. En fait, qu'on avait spécifié au tout début. Voilà, donc là, dans Outputs, si je l'ouvre, je vais pouvoir aller récupérer, par exemple, mon fichier. On a aussi, donc, à partir de quelle caméra c'est rendu. Donc là, ça va être rendu à partir de la caméra 1. On a le format de rendu. Là, je l'ai rendu en TIFF. Si vous voulez le rendre en Move, c'est à ce moment-là que ça va se passer. Et vous avez la possibilité de rendre le framerate, si je me souviens bien, quelque part par là. Je crois qu'il va utiliser automatiquement, bon déjà le nombre de frames que vous voulez, il va utiliser automatiquement normalement le framerate que vous avez seté dans la vue, si je ne me trompe pas. Alors maintenant on va voir un dernier truc, c'est comment animer une caméra. Alors en fait c'est la même chose, sauf que vous allez ici sélectionner la caméra en question. Donc là j'ai la possibilité de faire une rotation de ma caméra, tout simplement. J'ai la possibilité avec la position de déplacer ma caméra, et j'ai la possibilité, si je le souhaite, de l'animer de la même manière. Donc par exemple, je viens me mettre à cet endroit-là, je vais sélectionner mon outil de positionnement, je vais me mettre à la fin ici de ma clé, je me déplace par exemple comme ça. Je vais zoomer aussi par exemple, donc je vais faire une remise à l'échelle, comme ceci. Et là en fait, qu'est-ce qui va se passer? Mon animation va fonctionner au niveau de la position, elle n'a pas fonctionné en fait au niveau du scale. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux me remettre à cet endroit-là, et il va falloir que j'appuie sur la touche CTRL pour pouvoir accéder en fait au déplacement de la caméra en 3D. Donc, je vais me remettre à cet endroit-là, je vais zoomer avec la touche CTRL et vous voyez que là il va faire vraiment un vrai zoom, un zoom réel. Si je veux voir mon résultat en vue caméra, je peux cliquer sur ce bouton-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va automatiquement me montrer ce que ça donne en vue caméra. Donc je vous invite vraiment à travailler dans cette vue-là. Si vous voulez, vous pouvez cliquer aussi sur ce bouton-là qui va vous permettre d'avoir une visualisation en 3D de ce que donne le positionnement de votre caméra. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Là, je ne sais pas pourquoi le CTRL Z n'a pas marché, donc c'est plutôt inquiétant. Donc là, je peux double-cliquer ici, aller dans mon caméra, dans mon Function Editor, ici, et revenir mettre à 0 mes clés qui se trouvent à cet endroit-là, par exemple. Et en Z aussi. Et la rotation aussi. Donc ça, c'est de ma caméra. Je vais revenir ici sur ma table d'animation. Alors, je ne sais pas pourquoi... Pourquoi ma caméra est si petite? Je pense que c'est tout simplement une histoire d'échelle. Ou alors, ce que je peux faire, c'est aussi sélectionner tout ça et le supprimer. Donc, je vais sélectionner, excusez-moi, tout ça et faire clic droit, delete. Voilà, et ça me remet ma caméra de manière standard. Donc, je vais recommencer. Je vais me mettre à cet endroit-là. Admettons qu'on veut faire un pan. Je vais aller de là, me mettre sur cette clé-là. Je vais faire un pan comme ça. Vous voyez que j'ai un pan qui s'est effectué tout simplement. Je peux aller regarder dans le Function Editor en double-cliquant sur n'importe quelle clé ici. On a Est, Ouest, Nord, Sud. Si je supprime par exemple toute la colonne Nord-Sud, ici, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, on va avoir un travelling parfait à l'horizontale. Et j'ai la possibilité aussi, si je le souhaite, de créer d'autres caméras. Des caméras vraiment différentes. Donc là, pour moi, le moyen le plus facile de le faire, c'est d'aller me retourner dans
dans la X-Sheet ici, et de venir resélectionner une autre caméra. Donc par exemple, je peux faire clic droit, New Camera, ici, et je peux venir, comme je le disais, par exemple, admettons que cette caméra, j'ai envie que ce soit la caméra 2, j'ai envie qu'elle tourne. Ce que je peux faire, c'est que donc là, je me mets sur la caméra 2. Donc ça, en général, je le mets sur un autre écran. C'est pour ça que je suis un peu perdu là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... donc là, j'ai ma vue caméra ici. On regarde à partir de la caméra 2. Si je veux, je peux faire un clic droit et je vais faire Select Caméra et je vais me mettre sur la caméra 2. Donc là, normalement, je suis sur la caméra numéro 2. Select Caméra numéro 2. Oui. Il ne regarde pas à travers la caméra numéro 2. Par contre, je ne sais plus comment c'est vrai on fait pour regarder à travers une caméra. Tiki, tiki, tiki. Je me souviens plus comment on regarde à travers une caméra. Quoi qu'il en soit, ce que je peux faire... Voilà, clic droit, activate, excusez-moi. Clic droit, activate. Quand elle est en bleu, c'est vrai qu'elle est activée. Donc du coup, maintenant, je peux me déplacer en vue caméra. Alors, peut-être pas justement en vue caméra, je vais revenir en vue non caméra, en vue schématique comme ça. Et là, je vais par exemple pouvoir faire une rotation. Donc admettons que je démarre comme ça, mon plan cam. Et je vais aller à l'image 11 et je vais faire une rotation complète comme ceci par exemple. Je vais aller ensuite dans mon Function Editor. J'ai ma caméra 2 qui se trouve à cet endroit-là. Je vais supprimer le nord-ouest et le sud ici. Démarrer à 0, terminer à 90. Voilà, et quand je dis mon animation, comme ceci, vous voyez que ma caméra a tourné de 90 degrés. Je ferme tout ça, je retourne dans ma vue caméra 1, je fais un play ici, et vous voyez que j'ai ma caméra qui a tourné à 90 degrés. Voilà. Donc ça, c'est plutôt avantageux. J'ai aussi la possibilité, si je le souhaite, d'aller créer encore des nouveaux calques. Donc je vais créer par exemple un nouveau calque ici, en cliquant sur OK. Je vais le réorganiser à la fin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc étendre son exposition. Et je vais, par exemple, faire... faire quelque chose, je sais pas, dans ce goût-là. Donc... Alors, je ne sais plus pourquoi, je n'ai plus accès au CTRL-Z, c'est très très embêtant. C'est des bugs qui arrivent. Admettons que je fasse un arbre à cet endroit-là. Ce que j'ai la possibilité de faire, c'est d'aller maintenant dans la vue 3D ici. Sélectionner cet outil, vous voyez, c'est la colonne 6 ici. Et dans Position, dans Nord, Sud et Z, ici par exemple, je vais monter le Z dans la profondeur. Ce qui va me permettre d'avoir une caméra qui va complètement se déplacer, comment dire, de manière vraiment multiplane, c'est-à-dire vraiment en 3D, on aura la sensation de profondeur. Voilà. Alors je tiens à préciser que quand j'ai créé une nouvelle caméra, il m'a proposé des settings ici. J'ai eu la possibilité de changer le nom. C'est juste apparu sur mon deuxième écran. Là, c'est vrai que je travaille sur un écran relativement petit au niveau de ma Cintiq. Donc voilà. Donc dans la vue 3D ici, au passage, vous pouvez vous déplacer comme dans la vue standard, avec barre d'espace, Shift, barre d'espace pour zoomer, CTRL, barre d'espace pour faire une rotation dans l'environnement 3D, et vous avez ensuite des outils ici qui vous permettent de passer en vue de dessus, en vue de côté. Voilà, vous trouvez vraiment des outils des manipulations plutôt standards. Très très étrange que le CTRL Z ne fonctionne pas. Dans mon cas. Voilà. Je crois que j'ai perdu tout simplement le CTRL Z. C'est des choses qui arrivent. Malheureusement, qui ne devraient pas arriver. Enfin bref. Donc voilà, pour ce tuto sur OpenToons, on a essayé de voir un petit peu les fondamentaux du logiciel. Il y a encore plein de trucs à découvrir, encore surtout plein de trucs à améliorer évidemment dans le logiciel, mais je voulais faire une nouvelle vidéo un petit peu plus au goût du jour par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai faite. J'espère que ça vous aura plu, vous en saurez du coup un petit peu plus sur le logiciel. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu, notamment Plastic Animation qui vous permet donc de créer des squelettes avec des bones animés et des déformations animées. Voilà, on a vu vraiment les fondamentaux du logiciel. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. N'hésitez surtout pas à passer du côté de la page Facebook de la chaîne
Et n'hésitez pas à larguer un commentaire sur la vidéo si ça vous a intéressé et si vous souhaitez avoir quelques réponses à des questions, peut-être que certaines personnes vous répondront et si moi j'ai le temps je vous répondrai aussi. Merci pour tout et à bientôt.